Je suis conseillère humanitaire, conseillère politique humanitaire, mon rôle consiste à être déployée dans de différents conflits ou contextes où Oxfam mène des programmes humanitaires. Alors, comme Marion a dit, je viens de rentrer il y a quelques jours du Yémen. J'étais basée dans le sud, à Aden. J'ai été déployée pendant 6 mois au Yémen. C'est la troisième fois que j'ai travaillé au Yémen depuis 2016. Je connais assez bien maintenant le pays. Et oui, enfin, je vais essayer de vous parler de la situation, de ce qu'on fait là-bas ce soir et de un peu le contexte. Bonsoir. Et Yann, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, même si tu as déjà fait il y a quelques mois un premier webinaire avec nous. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, je suis responsable de la campagne humanitaire et migration ici chez Oxfam France. Et comme disait Marion, l'une des crises les plus importantes, des crises humanitaires au monde les plus importantes et celle qui demande le plus d'attention est en ce moment au Yémen. Et donc, on suit de près en tant que confédération ce que nous faisons en termes programmatiques sur le terrain, mais aussi on essaie de porter notre vision du terrain d'une façon communication et plaidoyer partout dans le monde et particulièrement en France en poussant dans les points que nous considérons les plus importants. Donc, tu mentionnais la question du commerce d'armes, mais aussi l'application de la France en tant qu'acteur international. Donc, voilà, je vais parler plus effectivement du côté campagne et plaidoyer ici. Voilà, donc ça résumera bien l'approche globale d'Oxfam sur cette crise comme sur de nombreuses pour trouver une solution durable. Sur un petit point technique, donc vous voyez, on est en format webinaire, donc bien sûr, vous êtes invité à poser toutes les questions que vous souhaitez pour qu'on puisse vraiment approfondir le sujet. Pour ça, vous avez une petite boîte de dialogue questions et réponses en bas de votre écran. Vous pouvez les écrire directement au fil de la conversation. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin et on les traitera soit au fil, soit à la fin, selon ce qui s'y prête le mieux. Plus que dans le chat, ça me permettra de retrouver plus facilement les questions. Si vous voulez écrire dans le chat, je les trouverai aussi. Du coup, pour commencer, Anna, peut-être que c'est une question un peu difficile pour commencer, puisque je vais te demander d'essayer de résumer en quelques minutes presque 6 ans de conflit, un peu pour en tout cas mieux comprendre de quoi on parle, un peu de la situation, et ensuite rentrer dans les détails des besoins humanitaires et des actions humanitaires. Donc voilà, tu as quelques minutes pour résumer 6 ans de conflit presque. Ouais, ça va pas être facile de résumer le conflit au Yémen en quelques minutes, mais je vais faire de mon mieux d'au moins vous donner un aperçu du conflit. Et Marion, je crois qu'il y a une carte, si tu pourrais montrer la carte, je vais en parler dans quelques minutes. Alors, comme Marion a dit, le conflit au Yémen s'est aggravé en 2015 lorsqu'une coalition dirigée par les Saoudiens est intervenue au nom du gouvernement internationalement reconnu. Alors contre les Houthis, Ansar Allah, qui étaient à l'époque alliés à l'ancien président Ali Abdullah Saleh. Les Houthis avaient capturé la capitale, Sanaa, et avaient forcé le président Hadi à s'enfuir. Et cette carte montre les lignes de front et plus ou moins les points les plus chauds sur les lignes de front sont restés assez similaires ces dernières années. Alors depuis 2015, les choses ont bougé, mais ces lignes depuis fin 2015 sont assez similaires actuellement qu'à l'époque. Alors, il est intéressant de noter que bien que le conflit soit souvent perçu comme opposant les Houthis au gouvernement internationalement reconnu, la situation sur le terrain est en fait beaucoup plus compliquée. Alors, comme je l'ai déjà dit, les Houthis étaient initialement alliés à l'ancien président Saleh, mais cette alliance a été rompue fin 2017 et Saleh a été tué en fait par des combats avec les Houthis en décembre 2017.
Plusieurs autres acteurs se sont impliqués après dans les combats au fil des années, notamment des mouvements séparatistes dans le sud. Alors, je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire du Yémen depuis les années 60, mais en fait, le Yémen, avant les années 90, ça a été divisé en deux, la République du Sud et le Nord. Alors, le plus notable des acteurs séparatistes en ce moment, c'est le Southern Transitional Council, alors le Conseil de transition du Sud, qui a pris le contrôle d'Aden en 2019 du gouvernement reconnu après des combats et qui contrôle toujours Aden et quelques poches dans le sud aussi. Et malgré le fait qu'un accord a été conclu en décembre 2019 à Riyad entre le gouvernement et le Conseil de transition du Sud, de cet accord les progrès ont été assez lents. Alors, en plus de tous ces acteurs, il convient également de noter que le vide sécuritaire, surtout dans le sud, mais aussi dans quelques autres parties du pays, et quand je parle du sud, pardon, je parle de toute cette partie verte en fait. Le sud au Yémen, c'est le sud et l'est. Alors, le vide sécuritaire dans le pays, surtout à l'est et dans le sud, a conduit à une présence aussi d'Al-Qaïda. Et il existe aussi de divers autres acteurs qui sont également impliqués dans le conflit de différentes manières. Je voulais aussi noter, bien sûr, que des différents gouvernements contribuent à la poursuite du conflit, notamment en fournissant des armes aux parties belligérantes, et je pense que Yon va en parler un peu plus après. Et tout cela, c'est vraiment pour dire que la situation est beaucoup plus complexe que la simple opposition Houthi contre le gouvernement, qui est souvent, je pense, le discours du conflit au Yémen. En ce qui concerne les combats actuels, les lignes de front ont augmenté en fait au cours de cette année de 2020, d'environ 40 à presque 50. En décembre 2018, les Nations Unies ont négocié un accord à Stockholm entre les deux parties majeures du conflit, alors les Houthis et le gouvernement du Yémen. Et cet accord a été mis en œuvre en partie. Et notamment, vous avez peut-être entendu parler d'un important échange de prisonniers qui a eu lieu assez récemment. Mais il y a peu de preuves que sur le terrain et pour les gens au Yémen, le conflit se réduit. Et en effet, les combats se sont intensifiés cette année depuis quelques mois à Marib. Alors, vous voyez Marib sur la carte, c'est juste à l'est de Sanaa. Voilà, merci Marion. Et aussi, les conflits ont encore augmenté dans la ville de Hodeïda, alors qui est sur la côte ouest, sur la mer Rouge. Et Hodeïda, c'est le plus grand port du pays et c'est un point d'entrée clé pour la nourriture et d'autres produits de base. Alors, des conflits à Hodeïda, ça peut être vraiment risqué pour l'arrivée des nourritures et des produits de base pour la population. En ce qui concerne finalement l'impact du conflit, et je vais parler un peu plus de l'impact humanitaire dans quelques instants, mais en ce qui concerne l'impact direct du conflit, on estime que plus de 12 000 civils ont été tués jusqu'à présent par les conflits, alors directement par les conflits. À peu près 4 millions de personnes ont été déplacées et 80% de la population, alors soit plus de 24 millions de personnes ont besoin d'aide et de protection. Alors, comme Marion a dit, c'est le plus grande crise humanitaire au monde au niveau de la population dans le besoin en ce moment. Voilà. Merci Anna d'avoir relevé avec brio le défi de résumer ce conflit assez complexe. Donc d'en parler au-delà de l'aspect politique et du conflit en lui-même, il n'est pas sans conséquence sur la population yéménite. Et justement, là, en 2020, quels sont les besoins au Yémen auxquels des organisations comme Oxfam et tous nos partenaires locaux
doivent répondre. Et on peut se poser aussi, peut-être je te fais deux questions en une, si la pandémie de Covid-19 a changé quelque chose dans ces besoins, est-ce que ça en crée des nouveaux? En 2020, quelle est la photographie humanitaire du Yémen? Oui, alors comme je l'ai déjà dit, 80% de la population a besoin d'une forme d'aide humanitaire ou de protection. Le Yémen était déjà le pays le plus pauvre du Moyen-Orient, même avant l'aggravation du conflit en 2015. Et après 6 ans de guerre, vous pouvez imaginer que cette guerre a détruit les services dont la population dépend, hein, y compris des services de santé, les systèmes d'eau et d'autres infrastructures. Par exemple, seulement la moitié des établissements de santé au pays fonctionnent en ce moment et c'est évidemment désastreuse dans le contexte d'une pandémie mondiale qui n'a pas échappé le Yémen. Alors, sur le plan officiel de réponse humanitaire des Nations Unies, on sait que plus de 20 millions de personnes ont besoin d'aide pour accéder à l'eau potable, ce qui signifie que des mesures simples comme le lavage des mains, que nous, en Europe, on peut faire assez facilement pour prévenir les maladies comme le Covid-19, mais aussi d'autres maladies, ne sont pas possibles pour beaucoup de personnes au Yémen. C'est juste des choses très simples qui ne sont pas possibles pour pour beaucoup de la population au Yémen. Le risque de famine au Yémen est également très élevé. 2 tiers de la population souffrent de la faim et un quart souffrent de malnutrition modérée ou sévère, euh, y compris 2 millions d'enfants. Le Yémen est en train de traverser une crise économique dont les effets sont actuellement ressentis de manière très dramatique par les Yéménites. Et cette crise a entraîné une augmentation massive des prix d'alimentation notamment. Alors, par exemple, le prix du sucre a augmenté de 50% au cours de cette année et le prix de farine a augmenté de plus de 20%. Alors, vraiment, des produits de base que tout le monde doit acheter deviennent inabordables. Enfin, c'est plus possible les familles trouvent que c'est plus possible de se payer ce genre de produits. Et en même temps, la monnaie perd de sa valeur. Et c'est notamment le cas dans le sud du pays où le rial vaut actuellement 850, 860 pour $1 contre 650 en janvier. Alors c'est une dépréciation massive et cette dépréciation de la monnaie a un impact particulier sur la capacité des gens à acheter de la nourriture et beaucoup de gens nous disent que l'argent ne va pas aussi loin qu'avant. J'ai été Oxfam distribue une aide en espèces à certaines des personnes les plus vulnérables au Yémen et j'ai été à une distribution il y a 2-3 semaines et j'ai parlé avec une femme qui s'appelle Layla, qui est une mère de 3 enfants qui a 31 ans et qui m'a dit que certains mois, elle est obligée de réduire les repas de sa famille, de donner à ses enfants 1 ou 2 repas par jour au lieu de 3 repas et qu'elle ne put que rarement acheter de la viande ou du poisson pour sa famille et même les produits de base comme la farine qu'avant elle pouvait acheter sans problème deviennent inabordables pour elle maintenant. Alors face à cette situation, on voit aussi des gens recourir à des mécanismes de survie, comme on dit, assez extrêmes pour survivre. Et un exemple, c'est celui du mariage des enfants. Comme j'ai dit, j'étais récemment pour cette distribution dans le gouvernorat de Taïz et j'ai aussi visité des camps des déplacés et j'ai parlé à des personnes qui ont été déplacés par le conflit il y a quelques années et il y en a certains qui m'ont dit que dans leur communauté, les filles de 12 ans, de temps en temps 12 ans, de temps en temps un peu plus âgées, mais des filles sont mariées à des hommes beaucoup plus âgés, soit
parce que leurs familles n'ont plus les moyens de nourrir les enfants, soit parce les familles estiment que leur fille serait mieux protégée, en fait, une fois mariée. Alors, c'est vraiment des façons, des mécanismes de survie qui sont très négatifs, mais qui sont liés à cette pénurie, à cette manque d'assistance de nourriture. Et finalement, pour répondre à la question sur le Covid-19, bah, ça a bien sûr rajouté une autre couche aux nombreuses crises qui se déroulent actuellement au Yémen. Malheureusement, je dirais qu'il y a une sorte de déni collectif, si vous voulez, de l'existence du Covid-19 dans le pays. Les autorités du Nord refusent très explicitement de reconnaître l'existence de la maladie, tandis que les autorités du Sud ont été un peu plus actives dans le dépistage des cas, mais semblent quand même convaincus que la pandémie est terminée, même si on enregistre de plus en plus de cas depuis quelques semaines. Et Oxfam et d'autres organisations travaillent pour sensibiliser les communautés à la maladie et à l'importance de mesures préventives, mais vous pouvez probablement imaginer à quel point c'est difficile quand les autorités bah oui, nient l'existence de la maladie. C'est pas un travail facile là-bas. Et justement, tu parles des difficultés là, de sensibiliser sur la maladie et sur la Covid-19. Sur place, quels sont les plus grands défis auxquels Oxfam et d'autres organisations font face? On a eu des articles qui ont parlé des pénuries d'essence, des problèmes d'accès, etc. Aujourd'hui, dans le travail d'Oxfam, enfin, quels sont les défis qu'il faut relever? Alors, je dirais que le premier gros défi, c'est vraiment le financement. Alors, selon les Nations Unies, on a déjà dit, le Yémen, c'est la pire crise humanitaire au monde. Pourtant, la réponse humanitaire officielle de l'ONU pour 2020 est même pas financée à 50%. Alors, ça veut dire que de nombreux services essentiels doivent être arrêtés, alors que les gens en ont plus que jamais besoin. Les Nations Unies a dit qu'ils ont fermé ou réduit 15 de leurs 41 programmes humanitaires majeurs au Yémen, et de nombreux d'autres programmes vont probablement être fermés avant la fin de l'année si on n'a pas plus de financement. Le deuxième grand défi, c'est vraiment l'accès humanitaire. Ça a été un problème tout au long du conflit. Et tout au long du conflit, les acteurs humanitaires ont fait de leur mieux pour atteindre les populations dans le besoin, avec des services d'eau, avec des espèces, avec de l'aide pour la nourriture, pour la protection. Et aussi, les gens, les Yéménites ordinaires ont eu des difficultés à accéder eux-mêmes aux services dont ils ont besoin. Alors, l'accès humanitaire, c'est pas que nous, c'est aussi les gens qui ont du mal à accéder aux services. Les difficultés d'accès sont causées par de divers facteurs. Le premier, c'est la sécurité. Alors, très clairement, les combats rendent plus difficile pour notre personnel de voyager et accéder aux zones dans le besoin. Et en plus, signifie que les gens qui vivent dans ces zones ne sont pas en mesure de partir à la recherche des services tels que les soins de santé, parce que c'est pas sûr. Le deuxième, c'est des défis logistiques, si vous voulez. On sait que les parties du conflit, tous les parties du conflit, ont été responsables pour la destruction des infrastructures clés, comme les routes ou les ponts, et que les frappes aériennes et les bombardements ont détruit des hôpitaux et des écoles. Et ça veut dire que c'est plus difficile pour les gens d'atteindre les services dont ils ont besoin. Et le troisième défi, qui a été assez, qui dure depuis des années et qui je pense, dont on parle pas mal, je pense, au Yémen, c'est ce qu'on appelle les défis bureaucratiques, si vous voulez. Et c'est quand les parties au conflit elles-mêmes bloquent délibérément notre accès aux populations touchées. Et c'est le cas et dans le nord et dans le sud, c'est le cas partout au Yémen. Et par exemple, les autorités peuvent refuser de nous accorder des permis de voyage pour, par exemple, se rendre dans une zone pour distribuer de l'argent ou réparer un système d'eau.
elles peuvent aussi retarder l'approbation de nos projets, ce qui veut dire qu'on ne peut pas répondre à une situation d'urgence qui nécessite une intervention immédiate, comme une inondation ou un nouveau déplacement. Et elles peuvent aussi refuser de délivrer des visas à nos personnels. Alors, tous ces problèmes d'accès constituent un obstacle majeur à notre capacité de répondre. Et juste pour finir, le dernier défi, bien sûr, c'est les combats en cours. C'est le conflit, lui-même. Et finalement, on sait tous que la meilleure solution à long terme pour mettre fin à la crise humanitaire au Yémen, c'est de mettre fin au conflit. Et c'est pourquoi aussi une grande partie du travail d'Oxfam consiste à encourager les parties au conflit et leurs alliés internationaux à revenir à la table des négociations et à s'assurer que tout processus politique inclut les voix des femmes, inclut les voix des jeunes et inclut des groupes marginalisés afin de rendre le processus le plus inclusif que possible. Et justement, pour parler solution à long terme, enfin solution c'est peut-être un grand mot au regard de la situation actuelle, mais amélioration, sur ce processus politique international, Anna et puis Yon aussi sur l'aspect peut-être du rôle de la France plus spécifiquement, est-ce qu'on en est où, où en est ce processus international? Est-ce qu'on peut en résumer encore une fois, même si on pourrait en parler très longuement? Je ne sais pas si tu parles du processus de paix. Comme je l'ai déjà dit en 2018, en décembre 2018, alors ça fait dans 10 jours, ça fait 2 ans. 2 ans. On a eu un accord à Stockholm entre les Houthis et le gouvernement international. Il y avait 3 parties à ce processus. Il y avait une partie qui visait plus ou moins à résoudre les violences qui avaient lieu à l'époque à Hodeida. Encore une fois, c'est le port le plus important au Yémen. Et les violences à Hodeida, ça met vraiment à risque les importations et l'approvisionnement, je ne sais pas si c'est un mot, de la nourriture pour la population. Et du coup, ça a été une partie. L'autre partie, ça a été un accord sur Taïz, qui est une ville qui a été plus ou moins en état de siège depuis 2015. Alors, c'est une ville où les routes directes dans la ville à partir du nord ont été bloquées. Alors, beaucoup de gens à Taïz ont très du mal à accéder aux services de santé, à accéder à leur famille, à l'éducation, etc., parce que la ville a été bloquée depuis des années. Et la troisième partie, c'était un échange de prisonniers dont j'ai parlé. Comme je l'ai déjà dit, l'échange de prisonniers, une partie de l'échange de prisonniers a eu lieu il y a quelques semaines au Yémen et ça a été un grand succès. Et ça a été dirigé par les Nations Unies et par le CICR. Mais pour l'accord sur Taïz, il y a beaucoup moins on a avancé beaucoup moins. Et comme je l'ai déjà dit, les violences ont re-augmenté cette année sur Hodeida. Alors, je veux bien être optimiste sur la situation de l'accord de paix, mais très franchement, pour les gens au Yémen, je pense sur le terrain, il n'y a pas un grand changement à leur vie en ce moment. On a parlé avec des gens à Hodeida il y a 1 an et pour l'anniversaire justement de l'accord. Et ces gens nous ont dit, on avait beaucoup d'espoir à l'époque, mais maintenant on a perdu l'espoir. Et malheureusement, je pense qu'il y en a beaucoup au Yémen qui sont toujours de cet avis. Et Yon, justement, au regard du travail que tu mènes en France, sur le rôle de la France dans ces négociations, dans ce conflit, qu'en est-il aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut dire de l'action de la France sur la crise qui touche le Yémen? Je vais me permettre juste quelques rajouts à une très bonne présentation de tout. Et c'est très compliqué de le faire parce que c'est un conflit
très complexe qui passe d'un focus très national à plus international, régional, où il y a voilà, des acteurs comme l'Arabie Saoudite, etc. Quand Hannah mentionne l'importance de Hodeïda, il faut se rendre compte que le Yémen, on regardait avant la carte, le Yémen, c'est un pays où presque toute la population est de ce côté ouest. Non, je ne me trompe pas, de ce côté ouest, voilà, c'est cette aile, cette partie rouge, et un peu au sud, le reste, c'est du désert. C'est un pays qui est extrêmement dépendant des importations, extrêmement dépendant. Des calculs qui parlent d'entre 80 jusqu'à 90% de ce qui est consommé au Yémen vient de l'extérieur. Et de cette quantité de 80-90, 70%, c'est-à-dire les 3/4 environ, rentrent par Hodeïda. C'est-à-dire et là, je vais rentrer après avec les points de pourquoi la France, mais quand on parle de difficultés, que ce soit bureaucratiques ou entraves logistiques ou directement des frégates françaises qui font un blocus au port de Hodeïda, l'impact est extrêmement majeur. C'est-à-dire, c'est pas du tout anodin. C'est pour ça l'importance, parce que quand on parle par exemple des accords de Stockholm, c'est un des points principaux des 3, c'est parce que c'est extrêmement important. Et juste aussi pour rappeler et approfondir sur cette idée du Yémen qui était déjà effectivement le pays le plus pauvre de la région. C'est aussi et nous en tant qu'Oxfam, on a cette partie de l'expertise en temps de réponse humanitaire, c'est le pays le plus affecté par des épidémies de choléra, pardon. Et donc c'est une épidémie qui fait des centaines de milliers de nouveaux cas par an, qui maintenant est complètement, pas complètement, mais en tout cas, qui se voit assez ostracisé par la tension Covid. Et donc, il y a des effets collatéraux, on va dire, de l'arrivée aussi de l'épidémie de Covid. Et donc, justement, c'est très intéressant. Nous, en tant qu'acteurs humanitaires, parfois, on peut se dire pourquoi on rentre dans des sujets peut-être plus politiques, justement par cette évidence de terrain, cette évidence d'années, depuis les années 80, qu'Oxfam est présent au Yémen, et depuis des années qu'on connaît la situation et qu'on est en travail constant avec la population et les organisations de la société civile, c'est parce que, comme disait Anna, sans un cessez-le-feu, sans un pourparlers de paix qui devrait reprendre, il y aura rien. C'est-à-dire, on peut envoyer toute l'aide humanitaire, ou on peut essayer de débloquer toute l'aide humanitaire. S'il n'y a pas une paix durable, stable, participative au Yémen, on restera bloqué. Donc, c'est pour ça qu'en tant qu'organisation humanitaire, qui en plus avons vocation à porter nos messages là où ils doivent être entendus, à porter les voix des personnes qui sont affectées là où elle est attendue, la France est quand même un acteur important. On ne va pas dire que c'est à cause de la France ou que la France pourrait arrêter, mais c'est un acteur important. Pourquoi ? La France, d'un point diplomatique, c'est quand même un acteur assez important. C'est un acteur qui a des leviers dans différentes parties du conflit, que ce soit d'une part l'Arabie Saoudite, que ce soit d'une part, on peut même parler de l'Iran, les Houthis, on ne va pas rentrer dans cette dynamique, mais les Houthis, c'est de tendance chiite, le gouvernement du Sud, c'est une tendance sunnite, l'Arabie Saoudite, c'est le grand sunnite, l'Iran, le grand chiite, mais c'est d'un point de vue d'abord diplomatique, il y a une force diplomatique dans la France. La France, il ne faut jamais l'oublier, mais on ne l'oublie jamais, mais c'est une vérité pratique. C'est l'un des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc c'est là aussi un levier qui peut être touché. C'est un acteur bailleur humanitaire, même si on pourrait faire mieux. Ça reste un des pays les plus riches de la planète, donc l'un des pays qui peut contribuer aussi d'une façon économique dans ce genre de crise. Et la dernière partie, et c'est là un des focus du webinaire d'aujourd'hui, c'est un des plus gros producteurs, exportateurs d'armes au monde. Je pense qu'on va rentrer plus tard après, je ne sais pas si on pourra rentrer en plus en détail, oui, mais c'est aussi un des leviers qu'on essaie de toucher ici et qui est important puisque ce n'est pas juste, et là c'est un constat partagé, ce n'est pas juste Oxfam, c'est la communauté humanitaire, mais aussi chaque année, les rapports du groupe d'experts des Nations Unies. Là, cette dernière, ça a été vraiment flagrant. Si les pays qui continuent de vendre d'armes aux parties au conflit au Yémen ne l'arrêtent pas, ils continueront de contribuer directement au conflit et donc à l'une des crises des plus graves au monde. Et justement là-dessus, on va peut-être rentrer plus en détail maintenant sur
cette question du commerce des armes françaises au partir au conflit en Yémen. Donc, c'est une campagne dans laquelle Oxfam France est impliquée, et d'ailleurs Oxfam dans d'autres pays, puisqu'elle elle est aussi en Angleterre et en Espagne, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis. Et donc en France, on travaille avec Amnesty, avec CARE, avec la CAT, avec Some of Us et d'autres. Voilà. Donc c'est vraiment une coalition d'ONG qui sont mobilisées pour mieux comprendre un peu le problème et de ce dont on parle. Est-ce que tu peux un peu nous dresser un tableau, encore une fois rapide, de ce commerce des armes françaises impliqués dans le conflit au Yémen, et puis un peu les éléments qu'on a pu avoir au cours des années qui ont étayé le fait que ces armes étaient bien utilisées et pas seulement vendues et on ne savait pas ce qu'on vendait. Ouais. Alors je vais essayer de faire très rapide. Le commerce d'armes, tout simplement, on va dire, on simplifie, c'est des pays qui ont des industries productrices de matériel militaire ou matériel à double usage, on en parlera peut-être, mais du matériel militaire qui vendent à d'autres pays qui achètent. Point. Dans ce commerce qui est légal et que voilà, il y a d'abord un cadre juridique qu'il faut qu'on mentionne, c'est le traité de commerce d'armes. C'est un traité qui apparaît, qui rentre en 2014, dont la France est signataire, et c'est un traité qui établit une espèce de normative ou des normes pour rendre plus sûr ce commerce d'armes. Parce que vendre des armes, c'est vendre des armes, c'est-à-dire après on les utilise pour ce qu'on les utilise. En termes de chiffres, pourquoi la France est importante particulièrement? C'est parce que c'est le 3e vendeur d'armes tout court au monde, non seulement à l'Arabie Saoudite dans le cas du Yémen, mais au monde, après les États-Unis et la Russie. Elle représente le 8% de toutes les armes vendues au monde. Et c'est un acteur clé dans ce commerce d'armes. Juste pour donner quelques chiffres, en 2019, par exemple, je les ai notés au cas où, la France a vendu du matériel militaire pour une valeur de 8,3 milliards d'euros. Et plus concrètement, dans le cas Yémen, qui est celui qui nous implique et c'est celui qui nous motive à porter cette campagne, depuis le début de l'entrée de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite, la France a vendu à l'Arabie Saoudite du matériel militaire pour une valeur supérieure aux 6 milliards d'euros, ce qui est quand même un volume très important. Et je ne parle que de l'Arabie Saoudite, mais c'est par exemple les Émirats Arabes Unis aussi qui participent de cette coalition et qui est aussi un acheteur notable, pas si important évidemment, mais un acheteur important d'armement français. Je parlais avant du traité de commerce d'armes parce que c'est important. Ça implique que la France a des engagements d'un point de vue légal et que par rapport à ce traité d'armes, elle peut se voir poussée à faire partie justement de violations de droit international humanitaire. Les violations de droit international humanitaire, c'est à peu près ce que Hannah a mentionné avant, c'est viser des établissements publics, c'est viser des établissements civils, c'est faire des blocages pour faire souffrir encore plus une population. C'est-à-dire c'est une série bien claire d'éléments qui peuvent être commis en temps de guerre. Et ce qu'on sait grâce aux rapports qui sortent notamment du groupe d'experts des Nations Unies, c'est que toutes les parties au conflit, depuis des années, commettent des violations de droit international humanitaire. Et donc, la France aurait dû, non parce qu'il y a des violations qui se commettent, mais tout simplement avec le risque que des violations soient commises, arrêter le commerce d'armes avec ces pays. Et ce qu'elle a fait, c'est continuer de vendre, puisque c'est évidemment un volume qui intéresse. Juste mentionner pour ceux qui seraient intéressés, on a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'il y a du matériel militaire français, on parle de chars Leclerc, on parle de frégates, on parle d'avions de chasse qui ont participé de la guerre au Yémen et donc qui aurait été suffisant pour que le gouvernement prenne une décision exécutive, pas besoin de plus, c'est d'arrêter de vendre des armes. Mais en plus, non seulement c'est une question, et je pense que c'est presque aussi important ou plus, ce n'est pas juste une question légale, juridique, c'est une question de positionnement politique. Qu'est-ce que les Français attendent de la France? Qu'est-ce que la France doit être? Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que France face à un conflit comme celui du Yémen?
et pas besoin d'aller, même si c'était suffisant, mais pas besoin d'aller au texte juridique. On attend de la France une position responsable par rapport à ce genre de conflit. Et pas nous seulement Oxfam, mais j'aimerais quand même mentionner que le Yémen commence à être un conflit extrêmement bien connu de la population française. Et après plusieurs sondages ces dernières années, on sait qu'environ 70% des Français seraient complètement prêts à arrêter une vente d'armes à l'Arabie Saoudite si il y a ce risque où il y a des violations de droit international humanitaire. Donc c'est pour ça que la campagne Oxfam en France elle est pertinente, c'est que parce que la France a un poids, la France a un poids à gérer qui peut être dans le bon côté de la balance pour finir avec cette guerre. Et on veut, nous, en tant qu'Oxfam, sensibiliser la population, s'approcher des décideurs politiques et ne pas arrêter jusqu'à ce que le gouvernement rentre dans le cadre de ce que nous considérons correct. Et tu me fais une bonne transition pour ma prochaine question. Donc, tu parlais un peu des chiffres du commerce des armes, donc plus de 6 milliards sur une année. On sait que l'industrie de l'armement est une industrie puissante en France. Et donc, face à l'ampleur de ce commerce et du sujet, on peut un peu se demander qu'est-ce qu'une association comme Oxfam, qu'est-ce qu'une coalition d'ONG, alors qu'on parle d'ONG quand même très connues avec une vraie force, hein, Amnesty, Oxfam, Human Rights Watch et d'autres, mais ou même au niveau citoyen, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Et justement, à ton niveau en France, comment est-ce qu'aujourd'hui on agit pour essayer de peser dans la balance et de faire en sorte que ce commerce prenne fin? Comme tu le mentionnes, et je pense que c'est important, le conflit au Yémen, il est si important, on va dire, il est si particulier qu'autour de la table de la communication du plaidoyer sur cette question de la vente d'armes française, on s'est assis beaucoup d'organisations différentes. Tu mentionnais Amnesty, Human Rights Watch, FIDH, CARE, MDM. On est en plus, et ça c'est important, on est en plus des ONG plus côté humanitaire, plus réponse humanitaire, plus vision sur le terrain, plus important. Mais nous au Yémen, ce n'est pas seulement qu'on est là depuis longtemps, on est là très bien représenté. Dans la carte que je mentionnais avant, j'ai oublié de le dire, mais on est présent au nord, au centre, au sud. On a vraiment une bonne visibilité, une bonne connaissance du terrain. Et donc, on est nombreux à savoir qu'il y a quelque chose à faire. Ça veut dire qu'on conjoigne les efforts et on se focalise sur, d'une part, la sensibilisation du public et des médias. Donc, on fait de la communication publique. Là, par rapport à ça, on a essayé de faire dans tous les moyens, que ce soit à travers de communiqués de presse, de matériel et de contenu qui viennent du terrain. Littéralement, quand on parle de faire entendre les voix des Yéménites, on essaie de le faire et de le porter sur le littéral. Ici en France, mais dans d'autres pays, nous avons proposé à des Yéménites, des femmes qui leadent des organisations de la société civile yéménite, de venir littéralement être écoutées à Berlin, à Londres, à Madrid. Ici, c'était à l'Élysée. On essaie de faire évidence que la France a un rôle à jouer et on essaie de le faire aussi directement à travers du plaidoyer direct. On n'arrête pas d'envoyer des courriers, on n'arrête pas de faire notre travail de rapport et d'information sur la situation sur le terrain, à travers des réunions avec des parlementaires, à travers des réunions avec des membres du ministère des Affaires étrangères, avec des réunions avec les conseillers de Macron. Et c'est vrai que le plaidoyer, c'est toujours très dur de voir un résultat direct évident, mais c'est un travail de longue haleine, c'est un travail conjoint, c'est un travail dur, mais qui doit être fait, puisque c'est à la fin vraiment notre mandat et ce qu'on essaie d'obtenir. Et après, on parlera des récentes évolutions qui sont quand même positives dans le cas français. Mais voilà, en plus, il faut dire on en parlera plus tard, mais la France a quand même une spécificité par rapport au commerce d'armes, c'est qu'il y a vraiment un manque terrible de transparence et de contrôle. Et du coup, j'ai une question qui est venue et qui fait un peu suite à ce que tu disais dans tes échanges avec les autorités françaises. Quelles sont un peu leurs réactions quand on leur apporte des preuves, ou quand les journaux aussi apportent des preuves que des chars Leclerc sont bien sur place, qu'il y a une utilisation? Quel retour est-ce qu'on a de leur part? C'est des retours pas très encourageants, à te dire. Soit qu'ils sont au courant ou la seule chose qu'ils savent, c'est que le matériel militaire français est en position défensive en terrain saoudien, par exemple, ou on a eu des réponses de l'ODEON du genre
quand on leur a dit, par exemple, qu'on a l'évidence que des frégates fabriquées en France sont utilisées par l'armée saoudienne pour participer du blocus au port d'Hodeïda, la réponse est, mais c'est l'armée saoudienne, c'est à eux de demander. D'accord, mais le commerce d'armes, c'est quand même une responsabilité en tant que producteur. C'est pas juste, ça peut être même logique de dire, ouais, mais c'est la responsabilité, évidemment, c'est la responsabilité de l'armée saoudienne, c'est évident, mais c'est aussi la responsabilité des grands producteurs d'armes. La France, ce n'est pas un petit producteur, c'est un énorme producteur d'armes. C'est vraiment, voilà, il est dans le podium et que derrière les deux superpuissances de la deuxième, du 20e. Je veux dire, il y a une responsabilité derrière, en plus, il y a une responsabilité légale qui a été prise. Les réponses sont de ce genre. C'est pas à nous. Et ou c'est pas à nous, ou c'est pas la France en arrêtant de vendre d'armes que la guerre finira. Et on le sait. Mais de nouveau, ce n'est pas juste une question de rentrer dans les cadres, c'est une question de cohérence politique. Je me souviens, là, je dérape un peu, mais je me souviens du discours de Macron à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il faut avoir le courage de la paix, le courage de la paix, le courage de la paix. Bah, on est d'accord, mais après, il faut le mettre en place. Et c'est pas juste une question de l'égalité, c'est vraiment une question de quelle position nous voulons avoir. Qu'est-ce qu'on se préoccupe par rapport à la production d'armes françaises. Et tu mentionnais les Charles Leclerc et d'autres. Voilà, c'est aussi une volonté de la citoyenneté française de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on produit dans ce pays. Et justement, là, on sait qu'il y a, à partir des sondages, il y a une volonté d'être plus en ligne avec les valeurs qu'on veut défendre. Mais on a eu aussi l'exemple avec une pétition qu'on a fait à 3 organisations, avec Amnesty et Some of Us. On a eu 250 000 signatures de Français qui demandaient directement au gouvernement de Macron d'arrêter cette vente. Ça nous a d'ailleurs permis d'avoir une rencontre avec 2 conseillers à l'Élysée. Donc c'est récurrent et c'est une pétition qu'on va continuer de faire et pas arrêter. Et Anna, là-dessus, donc Yann un peu disait toutes les actions qu'on peut mener en France, mais aussi au Royaume-Uni, aux États-Unis, etc. Quelle est un peu ta lecture quand on est au Yémen, avec les interactions aussi avec nos différents partenaires, de telles actions sur ce qu'elles peuvent apporter selon toi ou ce qu'elles n'apportent pas malheureusement quand on est sur place? Je pense que la campagne, spécifiquement la campagne sur les armes, je crois que ça se fait sentir au Yémen. Je pense que d'une façon générale, comme il a dit Yann, faire des campagnes pour le changement peut être assez frustrant parce que il faut souvent beaucoup de temps avant de voir le changement ou de sentir vraiment la différence. Et bien sûr, même si on arrive à modifier la politique en matière de vente d'armes, il faudra un certain temps avant que cela se concrétise sur le terrain. Mais je pense que c'est vraiment important, et pour nous, mais aussi pour les gens au Yémen, qu'on s'exprime sur ce qui se passe, qu'on en parle d'une façon publique, et surtout sur la responsabilité que toutes les parties au conflit ont de mettre fin au combat et aussi de respecter les droits internationaux. Alors, je pense que pour les gens ordinaires au Yémen, ce genre de campagne leur donne un certain espoir de voir que les organisations comme Oxfam, comme Amnesty, etc., se mobilisent pour attirer l'attention sur la situation et pour assurer justement que les parties doivent rendre des comptes et être redevables pour leurs actions. Et plus on se mobilise, on espère, plus il est possible qu'on verra des changements concrets qui vont profiter à la vie des gens au Yémen. On espère. Yann, il y a déjà des questions qui sont là-dessus, puisqu'on a un public plutôt bien renseigné concernant justement cette campagne sur le commerce des armes, son contrôle et puis sa fin avec les parties au conflit. Un rapport d'information parlementaire a été publié la semaine dernière, justement sur le commerce des armes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur sa teneur et ce qui pourrait changer, puisque pour une fois, sans vouloir teaser la réponse, c'est un rapport qui va dans le bon sens de ce qu'on demande. Tout à fait. Et juste pour mentionner, peut-être que parfois, effectivement, c'est difficile, mais on a vu le long de cette dernière année au moins, de mémoire, des actions qui ont eu un effet direct au Royaume-Uni
il y a eu un embargo des acceptations de commandes de livraison d'armes pendant un temps, puisqu'il y a eu vraiment une pression. En Italie, un certain type de missile a été arrêté d'être vendu. En Belgique, en Allemagne, après, il y a des effets qui arrivent et c'est important. Donc, le rapport, effectivement. Mais déjà, le rapport, c'est une des pétitions que nous portons dans notre campagne, dans la série de pétitions depuis fin 2018, début 2019. C'est un rapport qui effectivement a été publié, il était à peu près prêt, mais a été publié la semaine dernière. Et c'est un rapport qui effectivement va dans le bon sens. C'est un rapport fait, écrit par les parlementaires Maire et Tabarot, et qui a un peu fait une analyse de la situation sur la question de la transparence et le contrôle de l'armement français vendu ailleurs, l'état actuel. Et ça va dans le bon sens, déjà parce que clair et net, il indique un manque de transparence, un manque de contrôle. Ce qui pour nous n'est pas une grosse surprise, parce que, pour faire en bref, dans d'autres pays, il y a des commissions d'une façon ou d'une autre qui contrôlent qu'est-ce qui est vendu, où, quelle quantité, qu'est-ce qui se passe après. Et c'est des commissions ou des entités indépendantes du gouvernement. En France, au moins pour l'instant, les fabricants, parfois des industriels, mais la France a aussi des intérêts là. Bref, celui qui fabrique, celui qui accepte les demandes, celui qui vend, celui qui contrôle, c'est le même. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de contrôle indépendant, c'est tout simplement une personne. La seule façon de savoir ce que la France vend, c'est à travers un rapport qui est publié une fois par an. Ça fait partie des demandes du traité de commerce d'armes, une fois par an, et qui est présenté à l'Assemblée nationale par le ministre ou la ministre des Armées dans ce cas. Et là, il y a un échange, point, c'est tout le contrôle. Donc, la bonne partie, c'est que ce rapport fait évidence qu'il y a un manque de transparence, un manque de contrôle, et inclut 32 propositions, je crois. Et bon, on a eu par exemple une réunion aussi la semaine dernière avec les deux auteurs. Il y a des signaux positifs, comme quoi ça serait quelque chose qui pourrait être à peu près accepté dans une bonne partie, parce que là, la victoire, elle est à moitié, parce que c'est une proposition. Là, c'est vraiment un rapport qui a une vocation à être discuté, approuvé, négocié par les différentes parties. Mais déjà, elle est en accord avec nous du manque de transparence et de contrôle. Elle exige la création d'une entité indépendante. Et nous, on voudrait ajouter pluriel, par exemple parlementaire, une commission qui soit ou de l'Assemblée nationale ou Assemblée nationale Sénat, avec une représentation de toutes les sensibilités qui aillent vers ce contrôle, demande plus d'informations publiques, c'est-à-dire plus d'informations sur qu'est-ce qui est vendu spécifiquement, à qui, quels sont les utilisateurs, et plus régulier, plus qu'une fois par an. Et une autre grande série de propositions et une note particulière. Il fait mention du travail des ONG. Je pense que c'est aussi important parce que les ONG, c'est tous, y compris nos bases, tous, y compris les groupes locaux, tous, parce que les groupes locaux, je ne les ai pas mentionnés avant, mais aussi participent de cet effort conjoint en envoyant des courriers aux parlementaires de chaque circonscription, etc. C'est qu'il mentionne vraiment ce travail de qualité, ce travail de recherche, d'information et de production de contenu d'analyse qui fait partie déjà donc, de ce rapport. Et donc là, maintenant, on continue avec le suivi, on continue de voir pour que ça ne tombe pas à l'eau, pour qu'il y ait vraiment un suivi et l'exécutif prenne en charge le rapport et commence à prendre des décisions. Donc là, c'est déjà un bon pas, puisqu'il y a la publication et puisqu'il est à peu près dans notre ligne. Le suivi, ça serait de voir effective, réelle, une série des propositions au moins les plus importantes. Merci beaucoup. On a plein de questions qui sont arrivées. Donc, avant de vous laisser un mot de conclusion sur les leviers à notre disposition dans les mois et les années à venir pour essayer d'améliorer la situation. Donc, ça, vous avez le temps d'y réfléchir un petit peu. On va prendre un peu les questions. Pour faire la suite de ce que tu disais, Yon, il y avait une question très claire sur, pour mieux comprendre qui contrôle aujourd'hui le respect du traité sur le commerce des armes de 2014. Est-ce qu'il y a une entité? Est-ce qu'il y a un contrôle? C'est ça? Sur est-ce qu'il est bien respecté ou pas? Oui, bon, je me vois un peu obligé de dire, je ne suis pas vraiment un expert, on suit vraiment la question, mais en tout cas, oui, le traité prévoit, mais c'est comme dans pas mal de traités internationaux, il y a cette demande, par exemple,
d'un rapport annuel et de publier certaines données, mais il n'y a pas une obligation à cause de ce traité. Après, chaque pays a sa propre législation, mais à cause du traité, pas besoin d'être plus spécifique que un certain nombre de catégories où tous les types d'armes rentreraient. Là, c'est plus compliqué. On a des armes, on a des livraisons militaires, du matériel à double usage, qui est encore plus compliqué. Et non, il y a une entité qui est là, mais qui n'a pas la possibilité de vraiment obliger un État à faire autrement. Par exemple, la France. La France, même si respecte pas tout de notre point de vue, il n'y aura pas une amende ou une mesure de punition, on va dire. Merci pour cet éclaircissement. Anna, il y avait toute une partie des questions qui sont arrivées au début. Donc, pour revenir un peu sur les questions sur le conflit en lui-même, de savoir déjà s'il y avait des présences étrangères impliquées dans le conflit, des milices ou autres. Et aussi une question sur est-ce qu'il y avait aujourd'hui des échanges avec les représentants de la Chine présents en Éthiopie? Donc, est-ce que la Chine était partie prenante des discussions autour du conflit au Yémen, et vous avez le droit de voter en touche quand ça sort de vos périmètres aussi de connaissances. Je pense les deux même. Il y a clairement une présence étrangère parce que justement l'escalation du conflit en 2015, le conflit a escalé à cause de l'implication d'une coalition de 8 pays menée par l'Arabie Saoudite. Alors il y a des troupes étrangères. Le nombre a réduit. Alors par exemple les Émirates je ne sais pas comment dire en français, les Émirates ont retiré leurs forces, la plupart de leurs forces, c'est un peu compliqué, mais il y a clairement des militaires saoudiens, surtout dans le sud. Quant à la question sur la Chine, la Chine n'est pas très impliquée. La Chine, en tant que membre du Conseil de sécurité, ils sont impliqués comme tous les membres du Conseil de sécurité, mais directement, c'est pas le pays le plus impliqué au Yémen. On appelle le Royaume-Uni le penholder au Conseil de sécurité, ce qui veut dire qu'ils tiennent le stylo sur tout ce qui est au sujet du Yémen. Alors, au Conseil de sécurité, ça va être le Royaume-Uni qui va faire des brouillons de résolution, etc. On n'a pas une grande implication de la Chine dans le conflit. Non. Et concernant le conflit, il y avait aussi deux questions avec plus concernant l'impact sur les populations. Une première personne qui demandait, donc on parle des fois de 12 000 civils tués, parfois de 100 000 civils. Pourquoi de tels écarts? Qu'est-ce qui explique? Parce que c'est vrai que c'est une grosse fourchette quand même. Et puis aussi de savoir s'il y avait aujourd'hui au Yémen des populations spécifiques, des communautés spécifiques qui étaient plus ciblées que d'autres, notamment on pense à certaines minorités. Alors, pour la question des chiffres, si je ne me trompe pas, le chiffre de 100 000, c'est les personnes qui ont été tuées par le conflit, et le 12 000, c'est les civils, si je ne me trompe pas. On se base sur les données d'une organisation qui s'appelle ACLED, qui fait un monitoring des médias et des rapportages, etc., des incidents, et des incidents notamment qui ont eu un impact sur les civils. Alors, c'est clairement pas des chiffres à 100% sûrs, mais je crois que les 100 000, c'est les personnes qui ont été tuées directement par le conflit, et le 12 000, c'est les civils. Pour la question sur les minorités, je dirais pas ciblées. Je dirais pas ciblées par le conflit d'une façon directe, mais clairement, les minorités sont les plus vulnérables au Yémen au conflit. Il y a un groupe qui s'appelle les Muhammadines, qui veut dire en arabe littéralement minorité, ou marginalisé plutôt. Qui se trouvent vraiment dans des conditions qui sont souvent déplacées et qui se trouvent vraiment dans des conditions misérables. J'ai vu par exemple des camps qui sont vraiment juste des bouts de bois et un peu de tissu, où il n'y a pas de latrine, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Les gens cuisinent en brûlant du plastique. Alors, ils sont vraiment dans des conditions qui sont assez choquantes, en fait. On essaie de livrer une aide, mais comme j'ai déjà dit, le besoin au Yémen est tellement grand
que fournir un aide dans un contexte où on a de moins en moins de financement, fournir un aide à tout le monde, ça devient très compliqué. Alors je dirais qu'il y a des minorités et les Muhammadines et aussi les migrants qui sont particulièrement vulnérables, qui sont souvent pas acceptés par les communautés et qui vivent souvent dans des conditions vraiment très, très, très graves. Merci. Sur la question aussi des Yéménites, il y avait deux questions qui se recoupent un petit peu, enfin en tout cas qui se complètent bien, de savoir si les Yéménites aujourd'hui ont le statut de réfugiés par le HCR, donc le Haut Commissariat aux réfugiés, qui leur donne accès à des droits particuliers, et quel est un peu l'état de justement de la migration yéménite. Est-ce que beaucoup de gens sont partis du Yémen, ont réussi à partir et sont pour aller où est-ce qu'ils ont réussi à se réfugier? Je pense que je vais aussi lier ça à la question sur pourquoi le monde porte pas autant d'attention sur la situation au Yémen. Alors, d'après ma connaissance, et je connais que la situation du Royaume-Uni, malheureusement, mais je pense qu'on a reçu une vingtaine de Yéménites à travers les programmes de resettlement, je ne saurais pas le dire, au Royaume-Uni. La plupart des gens qu'on a reçus de l'étranger, c'est les gens... je crois que c'est les gens qui ont été à Dadaab au Kenya et les gens qui ont fui le conflit en Syrie. On a eu très, très peu de réfugiés du Yémen. On en a eu, mais très peu. Et aussi, les demandes d'asile, c'est très rare. Et en partie, c'est rare parce que, comme il y en a dit, il y a un blocus sur le Yémen. Alors, on ne peut pas sortir en bateau. L'aéroport à Sanaa, alors l'aéroport aux capitales, est fermé. L'aéroport est fermé pour les vols normaux, si vous voulez. Les vols humanitaires arrivent toujours, mais les vols humanitaires, c'est que pour les gens qui travaillent pour les organisations humanitaires. Il y a eu quelques vols qui sont partis ces dernières années pour des raisons médicales, pour des cas qui étaient vraiment en crise médicale. Mais pour les gens normaux, il y a juste il n'y a pas moyen de sortir du Yémen. On ne va pas sortir par le désert à l'est qui mène sur l'Oman. Enfin, j'imagine qu'on pourrait essayer, mais imaginez, c'est traverser deux déserts dans deux pays différents. On ne va probablement pas partir en Arabie Saoudite parce que la frontière entre les deux pays, c'est un lit de front et on ne peut pas partir en bateau, on ne peut pas partir en avion. Alors, c'est juste pratiquement très difficile pour les gens de partir. On sait qu'on ne peut pas demander l'asile dans le pays d'origine, alors il faut sortir pour demander l'asile. Alors, il y a très, très, très peu de demandés d'asile yéménites en Europe. Encore une fois, au Royaume-Uni, on a une vingtaine par année et il y a une grande diaspora yéménite au Royaume-Uni et on aurait cru si les demandeurs d'asile partaient en Europe, ça serait d'abord au Royaume-Uni. Et pour revenir à cette question de l'attention sur la crise, je ne veux pas comparer les crises parce que ça ne sert à rien de comparer les crises. Mais je pense qu'il y a d'autres crises où on a vu de grandes vagues, vagues, c'est pas un très bon mot, mais on a vu de grands mouvements de réfugiés hors le pays. Et je pense que ça a attiré l'attention de la population plus parce que c'est clairement quand on voit une situation, on s'en rend plus compte que ça soit une situation réelle. Ça n'a pas été le cas pour le Yémen. Ces 6 ans de conflit, on n'a pas eu beaucoup de... les gens n'ont pas pu sortir pour aller demander l'asile. Et je pense que ça a probablement un impact sur l'attention qu'a prêté le monde, surtout l'Europe, à cette crise. Non, mais oui, non, mais justement, mais complètement d'accord. Et en plus, voilà, de point de vue technique, une personne reçoit le statut de réfugié après une demande d'asile dans un État qui n'est pas le sien, parce que l'une des conditions justement pour devenir réfugié, c'est que ton pays, ton gouvernement n'est pas en mesure de te protéger, ou est justement la raison pour laquelle tu pars. Donc, il n'y aura pas comme pour le cas, parce que des fois, on peut avoir, par exemple, on va avoir facilement en tête le cas syrien. Le cas syrien, c'est un pays qui est contourné par d'autres pays, et ce sont ces pays, justement,
qui sont en train d'accueillir la plupart des réfugiés, c'est parce que, même si ça paraît logique ou basique, quand on fuit vers le devant, vers la chose que j'ai la plus près. Donc, dans le cas de Yémen, c'est extrêmement compliqué, même s'il y a plusieurs millions de personnes qui sont déplacées, seront et continueront d'être déplacées internes, et ce sera extrêmement compliqué de pouvoir sortir à travers le biais de la réinstallation, qui est une des 3 solutions durables qui propose la chaire, une fois tu es devenu réfugié. C'est-à-dire que c'est déjà des personnes qui ont un statut de réfugié et que pour une raison ou une autre, on voit que pour eux, la meilleure solution, c'est d'aller en 3e pays d'accueil qui ne serait pas celui où le statut de réfugié a été reconnu. Merci. Je pense que ça est clair parce que c'est vrai que c'est des considérations juridiques dont on n'a pas forcément conscience à notre niveau. J'avais des questions aussi sur plus l'aspect humanitaire et l'action humanitaire sur place, avec 2 questions. Une première, pour savoir un peu comment est coordonnée l'action humanitaire au Yémen, puisque différentes organisations agissent et c'est toujours un enjeu important quand une intervention humanitaire est en place. Et aussi une question légitime de savoir comment est-ce qu'on peut s'assurer au Yémen, mais je pense que dans toute crise, en tant qu'organisation, en tant qu'Oxfam, que l'aide arrive bien. Comment est-ce que c'est contrôlé? Comment est-ce que on arrive à avoir ce suivi-là pour être sûr que l'aide arrive bien aux personnes concernées? C'est une très bonne question. Quand il s'agit de la coordination de la réponse humanitaire, on a dans presque toutes les crises humanitaires au monde un système qui s'appelle le système des clusters. Alors, chaque cluster se focalise sur un sujet, si vous voulez. Alors, on a le cluster santé, on a le cluster eau et assainissement, on a le cluster sécurité alimentaire. Et au sein de ces clusters qui sont dirigés à la fois par les Nations Unies et aussi par les ONG internationales, souvent, on se rencontre souvent une fois par semaine pour parler des besoins partagés. Ce n'est pas tout le monde qui en fait partie, mais c'est une grande partie des gens qui sont dans la réponse humanitaire. Et surtout, je pense que j'ai parlé avant de la réponse humanitaire des Nations Unies. Il y a chaque année un document qui explique les besoins humanitaires et la réponse humanitaire. Et ce document est créé par les clusters, en fait. On identifie les besoins et on identifie ce que les organisations sont capables de faire, les ressources qu'on a d'une façon collective pour répondre à ces besoins. Et souvent, nos ressources ne sont pas assez pour répondre à leurs besoins, mais on essaye toujours d'atteindre le plus de personnes que possible. Alors, c'est plus ou moins ce système qu'on utilise, c'est complètement ce système en fait qu'on utilise au Yémen aussi pour se coordonner. Il y a aussi des mouvements de population. Alors, on a des mécanismes de réponse rapide aux mouvements de population. Et encore une fois, on fait en sorte que ce n'est pas 6 organisations qui interviennent, que s'il y a des ressources, on essaye d'être assez stratégique pour qu'il y a une organisation qui travaille peut-être déjà dans l'endroit qui intervient. Alors, c'est vraiment comme ça qu'on se coordonne et c'est le cas dans beaucoup de crises humanitaires dans le monde entier. Alors ça, c'était la question sur la coordination humanitaire. Et la deuxième, oui, c'était sur le détournement et corruption. Alors, encore une fois, c'est une question auquel on prête beaucoup d'attention dans toutes les crises humanitaires où on travaille. C'est un risque réel et on sait qu'il y a toujours ce risque de détournement et corruption. On a beaucoup de systèmes, vu que c'est un risque dans le monde entier, c'est un risque auquel on fait face un peu partout. On a des systèmes assez forts de monitoring et évaluation pas juste de nos projets, mais de là où notre aide va. Alors, je peux peut-être vous donner un exemple. Quand j'ai parlé des transferts d'espèces qu'on fait, la première chose qu'on va faire, c'est de travailler avec une communauté pour identifier les plus vulnérables dans cette communauté. Alors, on travaille vraiment avec des représentants de ces communautés pour identifier les gens qui ont besoin de ce cash, de ces espèces, pour se payer de la nourriture. Après ça, après l'identification de la liste, parce que très clairement, il y a des risques de faire ça avec des gens de la communauté et pas toute la communauté,
on va vérifier la liste. Alors, on va dans chaque maison pour vérifier que la personne existe vraiment, que dans quelles conditions ils vivent, etc. Après ça, on a aussi des systèmes de monitoring pendant la distribution d'espèces. Alors, on vérifie que la bonne personne est venue. On a des systèmes d'enregistrement de bénéficiaires, on dit, de personnes, qui vérifient que c'est bien la même personne qui est sur la liste. Puis aussi, on a des systèmes des hotlines que les gens peuvent appeler pour, par exemple, nous signaler si jamais ils ont des inquiétudes sur la façon dont notre aide est délivrée. Et après ça aussi, on a des évaluations de nos projets, on retourne dans les communautés, on parle de comment ça a marché, on revérifie les bénéficiaires, on les visite, on voit comment ils ont utilisé leur argent. Alors, pour être tout à fait honnête, c'est jamais un système qu'on peut dire à 100% non, ça n'arrive pas, ça n'arrive jamais, mais on peut dire qu'on fait de notre mieux pour que ça n'arrive pas, parce qu'on sait que c'est un grand risque un peu partout où on livre de l'aide humanitaire. Merci Anna je pense que c'est un exemple très parlant et clair pour vraiment voir les différentes étapes. Et c'est vrai que c'est pour ça que des fois, des ONG comme Oxfam et d'autres peuvent paraître très procédurières, mais finalement, c'est aussi pour suivre au mieux et s'assurer au mieux que l'aide apportée serve le plus possible et les personnes qui en ont besoin. J'avais une question plus large, peut-être Anna, Yon, là on rentre sur peut-être des digressions plus large sur un peu le rôle de l'Arabie saoudite dans la région, que le conflit révèle, mais que peut avoir d'autres rôles, et finalement à travers le commerce des armes français qui se maintient, d'autres pays également, c'est un peu une manière de cautionner cette action, et finalement quel est le rôle politique, diplomatique de la France, du Royaume-Uni et d'autres vis-à-vis de l'Arabie saoudite. Donc là, on sort peut-être de vos champs d'action, mais d'un regard humanitaire un peu, peut-être dans les discussions qu'on peut avoir avec des autorités françaises. Est-ce que c'est des choses qui sont discutées aussi? Oui, on sort un peu de notre je veux dire, mandat, mais c'est plus une analyse. C'est clair, l'Arabie saoudite, c'est pas juste un gros acheteur. Là, pour le coup, la question économique, et c'est évident que c'est un levier. Je veux dire, évidemment que c'est quelque chose que les pays, dans leur stratégie diplomatique ou de relations internationales, prennent en compte. L'Arabie saoudite n'est pas par hasard le premier acheteur du monde. C'est tout simplement celui qui a plus d'armes achète dans le monde. Et donc, c'est clair que quand des pays ont plus de soucis pour arrêter une vente d'armes et que d'autres n'ont pas, et après tu vas voir, effectivement, il y a des différences de volume importantes. Après, le rôle de l'Arabie saoudite dans la région, ça, je pense que c'est 4 webinaires différents et très long. Non, c'est un acteur qui a vocation à être un acteur régional décideur. Ça n'a rien à voir en termes de richesse avec le Yémen. C'est un acteur qui a fait travailler beaucoup ses relations avec les États-Unis, mais avec d'autres pays aussi, y compris en Europe. Et c'est vrai que dans le jeu régional, il y a un autre. Là, on s'éloigne un peu du discours jamais, mais je veux dire, il y a un autre acteur régional qui est l'Iran, qui est aussi un grand pays, un pays avec une population nombreuse, un pays qui a une capacité aussi importante. Et c'est deux grandes tendances dans la région et deux pays qui veulent avoir leur propre capacité d'influence. C'est vrai que sur ce plan, pour mentionner ce que je disais avant, les Houthis, qui est une communauté, on va dire, qui a plus, qui est chiite dans sa version de l'islam, c'est un acteur qui va avoir de ce côté plus d'affinité peut-être avec un régime comme l'iranien qu'avec les Saoudiens qui sont les champions du sunnisme. Comment on dit sunnisme. Donc c'est vrai que là, par exemple, c'est clair que pour l'Arabie saoudite, ça gêne d'avoir un voisin qui est frontière avec toi, qui peut avoir des bonnes relations, mais c'est vraiment, là, on parle de... Je ne sais pas si Hannah veut ajouter et me sauver, mais... Non, je crois pas. Je pense que, comme Yon a dit, c'est pas vraiment dans notre mandat de faire des commentaires sur
les dynamiques régionales, c'est clairement quelque chose d'important qui a une influence sur notre travail parce que ça mène à des conflits et nous, on est là pour répondre aux conséquences des conflits. Oui, je pense que je dirais que toutes les parties, tous les parties au conflit on a des preuves que tous les parties du conflit ont violé les droits internationaux. Et ce n'est pas que les membres de la coalition, c'est aussi les autres partis qui sont sur le terrain. Alors, je sais que dans des campagnes contre la vente d'armes, on vise souvent les vendeurs aux Arabies Saoudites parce que c'est clairement un cible très clair. Mais on voit aussi sur le terrain les violations des droits humanitaires qui sont causées par des mines antipersonnelles, qui sont causées par des bombardements autres des bombardements aériens. Alors, c'est tous les partis au conflit qui sont responsables pour ces violations. Ça, c'est une meilleure réponse. Merci. Pour conclure, donc, je vous ai laissé le temps des réponses pour réfléchir. Donc, l'année 2020 se termine presque. On va bientôt rentrer dans les 6 ans du conflit. Quels sont aujourd'hui, si on essaye, malgré le tableau dressé, de finir sur une note un peu optimiste, les leviers qui sont à notre disposition pour les mois, les années peut-être à venir pour agir et essayer d'améliorer cette situation et surtout les conditions de vie des Yéménites qui sont les premiers impactés et les premières impactées. Anna, tu te lances en premier? Juste pour répondre à la question, je ne savais pas dire landmines. Alors, je ne suis pas sûre que c'est le bon mot pour mine antipersonnelle. Juste pour dire, je ne suis pas sûre d'avoir dit le bon mot, mais il y a des landmines, si vous voulez, au Yémen. Alors, sur les leviers, sur nos espoirs, si on veut, pour 2021, je pense pour moi, il y a quelques éléments qui me rendent optimiste. La première, c'est vraiment qu'on sait qu'on a un impact, tant avec nos programmes qu'avec nos campagnes. On a déjà vu comment l'aide humanitaire a permis au Yémen de sortir du bord de la famine en 2018. On y est encore. On est encore au bord de la famine et on ne devrait pas sous-estimer la puissance de cette aide, même si elle n'est certainement pas une solution permanente. Mais pour nous aider de sortir vraiment de cette catastrophe, si vous voulez, on sait qu'on peut avoir un impact. Je pense aussi, et j'évite un peu la question des leviers, je suis désolée, mais je voulais aussi juste dire que je me sens très inspirée par la résilience des gens au Yémen même. On n'en parle pas assez, je pense, mais les gens au Yémen continuent à se battre pour subvenir aux besoins de leur famille et même au milieu de grandes difficultés, on voit chaque jour des exemples d'une énorme générosité en fait de la part des gens au Yémen. Comme j'ai dit, j'étais dans le sud et je suis rendue visite à un endroit au centre qui s'appelle Taïz, à côté de la ville qui est en état de siège. Et on voit des gens qui donnent des chambres et de la nourriture aux personnes déplacées par le conflit à l'intérieur du pays, même si les communautés hautes eux-mêmes ont à peine de quoi survivre, de quoi manger, de quoi se nourrir. Et c'est vraiment quelque chose qui me donne beaucoup d'espoir, en fait, même si on sait qu'il y a énormément de désespoir dans ce conflit qui continue à durer et qui n'est pas, je pense, à la fin. Tu es sur mute, Marie. Je suis en mute. Il y a une dernière question de Pascal, justement, sur l'activité sur place. Est-ce qu'il reste un peu d'agriculture, d'élevage, ou tout a été détruit
Non, complètement, complètement. Et en fait, je n'ai pas beaucoup parlé des programmes d'Oxfam, mais l'une des choses qu'on fait, alors on fait des programmes d'urgence. Alors on fournit de l'eau, on donne de l'argent pour que les gens puissent acheter de la nourriture, mais on fait aussi des programmes qui se rapprochent un peu plus au développement. Ce n'est pas tout à fait des programmes de développement, mais par exemple, on aide des gens... encore une fois, j'ai perdu mes mots en français, mais on fait des projets de livelihoods pour, par exemple, aider des agriculteurs. On donne des semences, par exemple. Les gens déplacés, souvent, bien sûr, ils ont perdu leur terrain, leur terre. Alors, on aide par exemple, à fournir un nouveau travail. On travaille dans des communautés pour identifier, par exemple, des projets d'infrastructure qui sont nécessaires, comme les routes qu'il faut construire. Et on paye, en fait. On donne du travail aux gens, souvent dans ces communautés, pour construire ces infrastructures. Alors, il y a toujours des activités agricoles, il y a toujours des gens qui essayent de gagner de l'argent pour leur famille, de se faire de l'argent. Les gens n'ont pas arrêté de faire ça, c'est juste que ça a devenu beaucoup plus difficile à cause du conflit. Merci Anna. Yann, un mot de fin sur qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau sur les mois à venir? Bah, déjà, je signe tout ce que Anna a dit par rapport aussi à la résilience des gens dans les contextes de crise. C'est vraiment des scénarios où tu peux voir des vrais surhumains, je ne sais pas si ça existe. C'est-à-dire, malheureusement, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour que la situation au Yémen améliore? Ben, c'est ça, c'est qu'il y ait vraiment un cessez-le-feu vrai, qu'il y ait les parties qui se mettent d'accord pour arrêter, pour commencer à parler d'un processus de paix inclusif. Il faut que la population soit toujours prise en compte et ait sa place et sa voix dans ce processus. Et dans le reste, ben, continuer de pousser pour que cela arrive de tous les moyens qu'on voit, y compris ceux dont on a mentionné aujourd'hui. C'est continuer de pousser jusqu'à ce que il n'y ait plus de guerre et on puisse vraiment permettre à ce pays de reprendre, de se reconstruire. Parce que ça va prendre... effectivement, on ne peut pas être extrêmement positif à date d'aujourd'hui, mais il faut continuer dans ce sens. Et je suis très d'accord avec le message de prendre en compte que vraiment, il y a une différence qui est faite. C'est pas, parfois, on répète dans nos messages, X personnes ont reçu une aide d'urgence en moyenne de subsistance, livelihood, on mentionnait avant. Ça a un vrai impact là. Moi, quand Hannah parlait du suivi, mais tu arrives aux familles qui sont déplacées, tu vas au cluster protection, tu te mets d'accord, tu te dis qu'on a identifié que cette personne n'arrête pas de répéter un besoin d'avoir une tente et un je sais pas quoi, tu dis bon, d'accord, il y a un groupe qui est expert là, on se met d'accord, tu fais le assessment de la situation, tu vas chercher les familles, tu dis ce jour-là, on va faire la distribution, ils viennent, ils laissent là, et tu as vraiment un impact fort. Et en plus, c'est des personnes qui effectivement ont des capacités, ça ne peut pas être trop facile de dire, mais parfois assez impressionnantes. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on va clôturer sur ce beau mot de la fin. Et puis, je vais prendre la clôture pour moi et puis dire merci aux personnes qui ont suivi tout au long ce webinaire. Et surtout, merci en fait à toutes les personnes qui suivent. C'est beaucoup de personnes qui suivent, qui soutiennent Oxfam, que ce soit en signant notre pétition sur le Yémen, en partageant nos messages, en discutant même après de vos proches sur la situation au Yémen pour la faire connaître. Et en fait, ça fait une différence. On a aussi des gens qui font des dons à Oxfam sur notre action au Yémen et sur tout ce que décrivait Anna, sur ce qu'on fait sur place. En fait, on ne fait pas sans vos dons. Donc, merci.
Et voilà, donc pour 2021, espérons et faisons en sorte de rester mobilisés, parce que la pire chose du Yémen, c'est que c'est une crise qui dure depuis 6 ans. Et depuis 6 ans, en fait, les médias s'en lassent. On se dit qu'il n'y a plus grand-chose de nouveau à raconter. Le public peut aussi s'en lasser et il ne faut pas. Donc, restons mobilisés tous ensemble. Et avec la famille Oxfam et d'autres, je pense qu'on peut faire une vraie différence. Donc, restons déterminés. Voilà. Et donc, merci à tous. Bonne soirée. Merci Et beaucoup. le webinaire est enregistré. Donc, on le mettra sur la chaîne YouTube d'Oxfam et sur notre site si vous voulez le partager ou le revoir. Merci à tout le monde. Merci, Bonne Sarah. soirée et Thank à you. très bientôt. Au revoir. Au revoir.